Salut et bienvenue sur Anakaland pour cette nouvelle analyse de l'épisode 8, avant-dernier épisode de la série The Last of Us de HBO. Épisode qui représente pour moi la trahison ultime de Neil Druckmann envers ses personnages et l'histoire qu'il est censé nous raconter. Certes, le respect graphique est là, les décors sont extrêmement fidèles, on s'y croirait entre la petite banlieue résidentielle et le restaurant à la fin. Je ne vais pas trop perdre de temps là-dessus, je le dis à chaque épisode, mais l'équipe technique fait un superbe boulot. Et dans cet épisode on retrouve également Troy Baker qui incarne Joel dans le jeu, et ici dans le rôle du bras droit de David. Donc ça c'est cool, mais concernant le propos hyper sombre, on n'y est pas du tout. Où est passé le sang? S'il y a bien un passage qui se devait d'être au moins un peu gore, c'est celui-là. Tout l'impact traumatique de ce chapitre se fait la malle juste à cause de ça. Et l'épisode qui promettait enfin un grand antagoniste humain s'avère bien trop court et trop maladroit dans sa narration pour créer un véritable enjeu. Bref, vous l'avez deviné, je ne suis pas content. Je crois que c'était l'épisode de trop sur lequel me décevoir. Et là je ne peux même plus dire qu'on verra plus tard car il ne reste qu'un épisode. Donc c'est parti pour cette analyse salée, et au passage n'oubliez pas le petit commentaire qui va bien, et pourquoi pas le partage, c'est presque la dernière chance de faire décoller la playlist. Dans cet épisode, on retrouve Ellie aux côtés de Joel, toujours inconscient après sa blessure. C'est très mignon de voir comment elle prend soin de lui, en le nourrissant et lui donnant à boire à la manière d'une maman oiseau. Puis elle part à la chasse afin de trouver quelque chose de plus consistant à lui donner à manger, afin de l'aider à guérir. Et alors qu'elle a abattu un cerf, elle tombe sur David et un de ses hommes. Le gentil David propose un échange et envoie son homme de confiance chercher de la pénicilline pour Joel. Et alors que la jeune femme et David attendent, celui-ci fait la révélation comme quoi les gars qu'ils ont croisés dans l'épisode 6, dans l'hôpital des Lucioles, étaient de son groupe. Donc le mec qui a planté Joel avant de mourir était un des leurs. Et après qu'Ellie soit repartie auprès de Joel, celui-ci repart avec plus d'hommes pour les traquer et se venger. Là aussi, la manière dont Ellie tente de soigner Joel est très mignonne de par sa naïveté. Elle ne sait pas comment faire et injecte la pénicilline directement dans la plaie. Peut-être est-ce pour ça que c'est si efficace. Puis, alors qu'elle les entend arriver, elle part à cheval pour les éloigner de son mentor à l'agonie. Et ces bâtards abattent du rayon et capturent Ellie. Puis, quand on la retrouve plus tard dans une cage, David se fait encore passer pour une victime des circonstances et tente de retourner Ellie afin qu'elle le rejoigne à coups de compliments. En cela, on pourrait y voir un parallèle avec l'épisode précédent et le mec de la Fedra qui l'a manipulé avec la même stratégie. Compliments et promesses de confort. Sauf qu'aujourd'hui, Ellie n'est plus dupe et qu'elle ne se laisse plus avoir si facilement. De son côté, Joel se réveille et fait un carnage. Pendant qu'Ellie découvre enfin le fin mot de l'histoire, David et sa bande sont des cannibales. Et David semble un peu trop aimer les jeunes filles aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Mais tout ceci est bien trop mal amené. Oups, une oreille. On a tout nettoyé, plus une goutte de sang, mais on a oublié un morceau. Trop bidon. Alors que dans le jeu, on a carrément droit à un gars qui découpe un corps juste derrière David quand il parle à Ellie dans sa cage. En cela, je trouve qu'ils ont vraiment trahi le perso de David. Le pire des enfoirés, manipulateur et pervers sous une apparence de mec sympa qui parle bien. Ici, c'est juste un putain de pasteur qui guide son peuple à travers les ténèbres. Déjà, pourquoi vouloir relier la religion à ça? Et surtout, c'est censé être un mec qui kiffe faire du sale, qui s'en sert même comme arme pour terroriser la gamine qu'il vient d'enfermer. Mais pas là. Certes, on sait qu'il règne autant par le respect que la peur quand il en colle une à la gamine qui a perdu son père. Mais dans les jeux, cette gamine aurait bien d'autres raisons de pleurer, si vous voyez où je veux en venir. Il parle même de justice concernant le crime de Joel, mort de rire encore une fois, c'est l'autre qui l'a attaqué gratos, sinon il ne serait pas mort. Joel et Ellie allaient partir. Là aussi on en est encore au même point que plusieurs épisodes plus tôt. Joel se fait attaquer sans rien avoir demandé, il se défend, mais c'est lui le méchant. Et pour une série qui se veut centrée sur la construction de ses personnages, là encore ils ont raté leur coup. Un peu comme pour Kathleen dans les épisodes 4 et 5. Mais là en plus ils avaient déjà la matière dans le jeu, pas besoin d'inventer un personnage inédit. Dans le jeu, David dévoile son vrai visage bien plus vite et cela crée une véritable tension, un réel sentiment de danger et d'urgence pour Ellie. Alors que dans la série, la chronologie des événements désamorce beaucoup trop la tension de cet épisode. Dans le jeu, on suit d'abord Ellie et uniquement Ellie, jusqu'à ce qu'elle finisse dans la cage et qu'elle découvre le vrai visage de David et son groupe de cannibales. Et c'est aussi à ce moment-là qu'Ellie se rend compte de l'autre appétit de David. Et c'est seulement quand on se demande comment Ellie va faire pour s'en sortir que l'on voit Joel se réveiller complètement en vrac et qu'il part à sa recherche dans le froid et la neige. Ici, on nous dit déjà que Joel va venir la sauver avant même que l'on ait peur pour Ellie, si on n'a jamais vraiment eu peur pour elle. Le David est tout gentil, il la protège, en tout cas au début. Donc une grande part de la tension est d'ores et déjà désamorcée avant même que ça commence. Certes, on a droit à la fameuse ambiance sonore qui provient directement du jeu et qui tente de nourrir ce stress que l'on est censé ressentir, mais les antagonistes n'ont rien de vraiment effrayant dans cette série. Donc on passe d'un enfoiré qui aime bien les petites filles et qui chasse les humains pour les bouffer, à un mec lambda qui veut juste se venger de Joel. On est très loin du méchant qu'il est censé incarner. Certes, tout ceci apparaît plus tard, trop tard même pour représenter un véritable enjeu. Dans le jeu, on tombait par exemple sur la liste de ses victimes, non pas avec des noms, mais en kilos de viande que cela représente. Et on y lisait notamment sa déception quand les quantités étaient trop faibles. Tout de même dans les 150 kilos il me semble sur les petites journées, donc au moins 2 ou 3 personnes.
Et David ne s'en cachait pas du tout dans sa conversation avec Ellie, car c'est un monstre et qu'il aime ça. Alors qu'ici il est représenté comme une victime des circonstances qui fait seulement ça pour protéger son groupe. Il n'avait pas le choix le pauvre, et il cache même cette horrible vérité à la plupart des membres de son groupe. Ce qui, je le redis, est une véritable trahison de l'écriture originale du personnage. Les auteurs tentent encore de nous présenter des personnages pas si manichéens. Ok, c'est peut-être plus proche du réel, personne n'est totalement mauvais ou bon, mais la survie et surtout l'absence de règles transforment certains hommes en monstres. Je vais faire un parallèle évident pour certains dans une œuvre iconique du genre. Negan de Walking Dead qui est le pire des monstres, ou encore les gars du Terminus qui font un barbecue avec la jambe d'Henry. Là, on avait de vrais enjeux, car de vrais méchants à combattre. D'accord, David est très loin de Negan, mais en certains points il est censé être bien pire, et ce mal absolu qu'il représente n'enlevait rien à la qualité de son écriture. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a détesté du début à la fin. Alors que là, David est vraiment fade, il ne fait même pas peur à la jeune Ellie avant les dernières secondes, jusqu'à ce que les scénaristes semblent se rappeler de ce qu'ils ont à raconter, et soudain David change de visage et on rejoint les événements du jeu. On a bien sûr le passage où elle rentre dans son jeu pour lui péter son doigt et lui balancer sa punchline. Puis le moment où elle le mord pour semer le doute dans son esprit, là on voit bien l'évolution de la jeune fille et son intelligence dans l'urgence, puis on embraye rapidement sur leur affrontement final dans le resto en flammes, qui retranscrit plutôt bien le style discrétion du jeu, et ça c'est cool. On a même le passage où elle rampe vers l'arme qu'il n'a pas vue et qu'il la tabasse avant de se mettre sur elle, en bon mal dominant dans toute sa splendeur. Mais c'est très vite expédié, on s'inquiète enfin 2 secondes pour elle quand il commence à déboutonner son froc et qu'il sort sa tirade de psychopathe. Mais Ellie en finit très vite, j'imagine que ça doit être largement suffisant pour la jeune fille pour avoir si peur, mais nous en tant que spectateurs on a à peine le temps de s'inquiéter pour elle. Et en plus on sait que Joel n'est pas loin donc Et en cela, on rejoint ce que je reproche le plus à cette série. On ne s'inquiète jamais vraiment pour Ellie ou Joel. Ils survolent le danger sans jamais être réellement dans une situation périlleuse. Et c'est l'essence même du récit qui en est altérée pour le coup. Surtout que ce chapitre est censé nous montrer ce qu'il y a de pire chez les survivants de ce monde. Ok, les infectés ne sont pas au centre de la série, ni l'action, on s'est fait une raison et on l'a accepté depuis plusieurs épisodes. Mais par contre, on nous vend une série dans laquelle le danger c'est l'humain, donc ce passage avec David devrait être le climax de ses développements de personnages. Mais là non, ils ont complètement édulcoré sa perversité et le danger presque monolithique, caricatural qu'il représentait. Juste pour nous vendre encore des histoires de vendetta. C'est nul, pour un avant-dernier épisode ça craint, et c'est pas avec les lucioles qui vont se rattraper dans le prochain. Et pour en revenir à Joel, quand il se réveille, il est directement en mode machine à tuer, en pleine forme. Il les déglingue en 2 secondes sans peiner, et oui, on a droit à sa technique du double interrogatoire, encore heureux vu que l'on en aura besoin pour la saison 2, mais encore une fois, Super Joel roule sur le danger sans difficulté. Et même quand il tombe sur leur réserve de viande bien cachée, il ne sourcille même pas, et ça en devient tout juste anecdotique. Et en plus le fait que ces mecs ne soient pas si méchants, ça fait de Joel le gros enfoiré de l'histoire. Alors que dans le jeu, il massacre des violeurs doublés de cannibales pour sauver sa fille d'adoption. Là, c'est juste le gros tueur sans cœur qu'on nous montre depuis le début de la saison. Un type qui bute quiconque est sur son chemin, sans réfléchir à qui il a en face. Donc, encore une fois, je vois mal comment le final pourra avoir l'impact qu'il mérite si Joel est de base un tueur égoïste. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo, mais je n'aime vraiment pas la trahison envers ces personnages que met en place Neil Druckmann depuis le début de la série. Clairement, en connaissance de Last of Us Part 2, je sais où il veut en venir et ça fait chier. L'impact de toute la 2e saison va en être chamboulé. À croire, et je pense à raison, que c'était son acolyte, sur le premier jeu, qui avait un véritable talent d'écriture. Car c'est en s'attachant à Ellie, et surtout à Joel, que tout l'impact du premier jeu, et a fortiori du second, reposait. Là, je ne suis même pas sûr que vous aimiez bien Joel, ou même Ellie. Les personnages ne sont pas du tout aussi attachants que dans l'œuvre originale. Donc pas sûr que vous en ayez quelque chose à faire de ce qui arrive. Mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire si je me trompe, peut-être suis-je trop attaché à la version PlayStation pour vraiment apprécier cette adaptation. Et enfin, après qu'Ellie s'en sorte toute seule comme une grande en faisant du steak haché de David, ça doit être le karma, elle sort du resto en feu et Joel tombe sur elle. On a là un joli moment de tendresse alors qu'elle ne sait plus où elle en est après avoir laissé exploser sa rage. Mais qui n'en aurait pas fait autant à sa place? Et Joel l'appelle ma puce, mot qu'il réservait autrefois à sa fille. Et il la prend dans ses bras pour la rassurer, genre tout va bien maintenant, et c'est vrai, ils sont à nouveau réunis donc elle ne risque plus rien. Voilà, donc un épisode très beau et plutôt bien réalisé, rien à dire là-dessus, mais qui trahit vraiment son matériel de base. Oui, je crois que le mot trahison va être le point central de cet épisode pour moi, il va peut-être même finir en miniature. Dans cet épisode, Ellie doit se débrouiller seule, ce n'est plus Joel qui la protège, et la conversation avec David ajoute un petit quelque chose au jeu, quand il lui fait prendre conscience qu'elle est violente, dangereuse. Il a raison, certes, mais en avait-on réellement besoin? On a compris. Mais ça rejoint le point sur lequel la série insiste depuis le début. Ellie est dangereuse, une psychopathe en devenir, et son lien avec Joel ne va rien arranger. Ouah, merci, sans ça on n'aurait jamais compris. Et petite parenthèse, concernant les interprètes des personnages dans les jeux qui sont castés dans la série, ils servent juste à jouer les seconds couteaux qui crèvent comme des merdes. À peine de quoi apercevoir leur talent d'acteur. Donc juste du fanservice. À part pour Merle Dandridge, que l'on va retrouver dans le prochain épisode. Oups, spoiler, désolé.
Et donc les héros de la série, si on peut encore les qualifier de héros, vu que les méchants de l'histoire ont tous une bonne excuse et que c'est Joel et Ellie les vrais tueurs, bref, ils se rendent enfin à leur destination finale, Salt Lake City, pour y rencontrer les Lucioles dans l'épisode final. Je sais que je rage beaucoup sur cet épisode, mais ça n'en reste pas moins une très bonne adaptation du jeu vidéo. C'est seulement que cette direction narrative me laisse un arrière-goût amer dans la bouche. Donc je vais m'arrêter là, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, pensez aux commentaires et au partage, lâchez votre meilleur like pour le soutien, et à la semaine prochaine pour l'ultime épisode de la saison. Alors à très vite sur Anakaland. Bye.